Du coup, je pense que c'est intéressant de vous représenter un peu GRI, ce qu'on fait, puisque beaucoup d'entre vous connaissent le nom, les lignes directrices, mais peut-être pas la façon dont GRI est organisé. Ensuite, j'aimerais vous présenter donc les GRI G4, donc les principales caractéristiques. Donc, je ne vais vraiment pas rentrer dans le détail des G4, mais plutôt vous dire un peu les concepts des G4 et vous donner des liens vers où chercher plus d'informations et comment GRI vous aide et vous supporte, vous offrira un certain support dans l'exercice de reporting. Et enfin, et bien sûr, les liens entre les G4 et la communication sur le progrès. Alors tout d'abord, qu'est-ce que GRI? Donc, nous sommes une organisation normative, nous créons des normes pour permettre aux organisations de communiquer sur leurs informations liées au développement durable. Donc depuis 2002, le GRI offre les lignes directrices et j'y reviendrai un peu plus tard. Donc c'est vraiment pour aider les organisations à comprendre leur impact, les gérer et à mieux communiquer auprès de leurs parties prenantes. Donc que ce soit des impacts positifs ou négatifs, que ce soit des impacts économiques, environnementaux, sociaux ou de gouvernance. Nous sommes une organisation à but non lucratif qui travaille dans l'intérêt général. Donc, les lignes directrices GRI G4, comme un bon nombre de publications, sont disponibles gratuitement sur le site GRI. C'est bien là l'essence même de GRI. Et nous sommes, enfin le dernier point, un réseau de milliers de professionnels. Donc que ce soit pour le développement des lignes directrices ou pour la façon dont on opère au niveau international, on s'appuie sur un réseau de professionnels, que ce soit des représentants gouvernementaux, que ce soit des entreprises, que ce soit des universités, des associations, des organisations de la société civile ou des organisations internationales, notamment comme le Global Compact, avec qui on a un partenariat au niveau mondial. Donc la vision de GRI qui diffère de la précédente, c'est important de vous la citer aujourd'hui. Donc c'est un avenir où le développement durable est partie intégrante de la prise de décision de toute organisation. Désolée, c'est la première fois que je le présente. Donc en gros, au cœur du travail de GRI, il y a cette théorie du changement qui reconnaît que les organisations ont une responsabilité et que la responsabilisation organisationnelle est un outil vital pour un développement plus durable. Donc les organisations s'engagent à rendre des comptes lorsque des impacts, donc encore une fois, économiques, sociaux, de gouvernance, qui soient à court, moyen ou long terme, doivent être considérés lors de chaque prise de décision. La mission du GRI maintenant, donc c'est une mission que l'on s'est donnée pour cette nouvelle stratégie à 5 ans, c'est de donner aux décideurs du monde entier le moyen d'agir pour un monde et une économie plus durables par le biais de normes. Donc c'est bien par le biais des normes, du standard G4 que nous souhaitons vraiment changer la donne. Donc je disais que slide suivant, s'il te plaît Aurélie. Je disais que nous sommes une organisation en réseau, donc brièvement aussi pour vous présenter un peu comment cela fonctionne. Donc, il y a le secrétariat à Amsterdam, donc de là où je vous parle aujourd'hui, on est environ 70 au secrétariat. Il y a aussi des organes de gouvernance, donc un membre directoire, un conseil des parties prenantes, un conseil technique, les organizational stakeholders, donc là qui représentent le cœur de réseau du GRI, donc aujourd'hui c'est 600 organisations. Un groupe consultatif gouvernemental, donc là c'est des représentants gouvernementaux, c'est un groupe informel mais qui donne des conseils stratégiques au GRI, les Certified Training Partners, donc qui vont aider les organisations souhaitant produire un rapport, vont les aider par le biais de différents trainings. En France, au jour d'aujourd'hui, c'est l'AFNOR qui s'en occupe, et des data partners, donc là qui vont aider le GRI à connaître un peu quelles sont les données en termes de reporting dans différents pays. Et en France, c'est Mentality Reporting, ainsi que des community leaders. Et là, je vais arrêter sur ce slide-là. Et les community leaders, en gros, aident le GRI dans différents pays à accroître notre réseau et avoir une plus grande connaissance des sujets locaux et des acteurs locaux. Juste un bref slide sur l'organisation stakeholders. Donc, je disais qu'on en a plus de 600 dans le monde entier, donc dans 68 pays maintenant, je crois. Et en France, on a une quinzaine d'OS, comme on les appelle.
Donc, toute organisation peut rejoindre le réseau. Ces organisations supportent le GRI financièrement et en retour, le GRI les aide sur différents sujets, le reporting évidemment, mais aussi sur d'autres événements et des sujets plus stratégiques. Donc maintenant, les lignes directrices GRI, avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet que sont les GRI G4, j'aimerais juste vous rappeler un peu la chronologie et le développement d'où on vient et pourquoi les GRI G4 aujourd'hui. Donc, tout a commencé en 2000, où un groupe d'experts se sont réunis et ont compris que pour permettre aux entreprises de changer, il leur fallait un moyen de comprendre déjà où leur impact avait lieu et comment les gérer. Et du coup, les lignes directrices, la première version léger en 2000, était au début un cumul d'indicateurs environnementaux, puisqu'à l'époque, en 2000, les sujets étaient plus axés sur les impacts environnementaux des entreprises. Et au fur et à mesure des années et des versions, un certain nombre d'autres indicateurs ont été ajoutés, donc indicateurs plus liés aux impacts sujets sociétaux, de gouvernance, etc., etc., mais aussi un certain nombre de principes et un certain nombre de process qui vont aider les entreprises à commencer et aller commencer ce travail de reporting. La dernière version des GRG4, les GRG4 ont été lancés en 2013 à la conférence mondiale, la conférence d'Amsterdam de GRI. Peut-être que certains d'entre vous y étaient. Le grand changement avec les G4, et c'est ce qui va être présenté après, c'est qu'au préalable, donc l'idée était vraiment d'avoir plus d'organisations qui produisaient un rapport, plus d'organisations qui travaillaient pour une plus grande transparence. Avec les G4, il y a aussi cette volonté encore de sensibiliser de plus en plus d'entreprises sur ces sujets-là, mais aussi d'avoir de meilleurs rapports. Donc l'idée était vraiment de s'éloigner de rapports de 300 pages que personne ne lisait, qui n'étaient pas du tout stratégiques. Et c'est pour ça que les G4 se concentrent grandement sur ce concept de pertinence, comme vous le trouvez au sein des lignes directrices GRI, ou de matérialité. Donc en anglais, materiality, certains le traduisent par matérialité, mais au sein des G4, c'est pertinence. Pardon. Donc si vous devez retenir une chose des GRI G4, c'est de cibler les éléments importants là où ils comptent. Et c'est bien là vraiment le cœur du sujet, c'est bien là la philosophie des G4. C'est à la fois non pas d'avoir un rapport sur tous les sujets possibles et inimaginables, mais vraiment donc par un exercice d'identification de sujets très importants, donc on appelle le jargon de materiality assessment, donc cet exercice de matérialité, vraiment définir pour votre organisation qu'est-ce qui est le plus important, quels sont les éléments, les impacts les plus importants qu'il vous faut gérer aujourd'hui. Et le deuxième élément dans cette phrase qui est aussi très important, c'est la notion de périmètre et de voir là où ces éléments importants, où est-ce qu'ils ont vraiment lieu. Donc ce slide-là, j'ai mis vraiment en évidence ces deux concepts-là. Donc vraiment au sein de la G4, on souhaite avoir que ces lignes directrices soient plus faciles d'accès et plus faciles à utiliser que les versions précédentes. Donc on met l'accent sur cette nécessité pour les organisations de uniquement se concentrer, de concentrer le processus de reporting et le rapport final sur des sujets importants. Donc si vous êtes une petite structure, évidemment le travail des enfants, en tout cas en France, n'est peut-être pas un sujet important, ou en tout cas pas le plus important sur lequel vous devez vous concentrer. L'idée c'est vraiment d'avoir un rapport très stratégique qui se concentre uniquement sur des sujets qui sont pour votre activité, mais aussi pour vos parties prenantes, très important. Et le process qui est présenté par GRI de cet exercice de matérialité, c'est bien pour votre organisation comprendre ces impacts-là et confronter ces résultats avec vos parties prenantes. Parce qu'au final, ce sont vos parties prenantes qui vont lire votre rapport et ce sont vos parties prenantes aussi qui cherchent les informations dans votre rapport. Donc on espère vraiment, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, des rapports beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus ciblés, et qui vont être, bien sûr, et donc toutes ces informations non financières qui sont présentées dans ce rapport seront, et on espère, considérées lors de chaque prise de décision stratégique que l'entreprise va pouvoir prendre. Le principe de périmètre,
Encore une fois, je ne rentre pas vraiment dans le détail parce que je ne pense pas que ce soit le lieu ni le moment pour le faire. Mais cette notion de périmètre est aussi très importante parce qu'elle diffère de celle que vous trouverez dans les versions précédentes. Donc peut-être certains d'entre vous connaissent les lignes directrices G3 et G3.1. Dans les G4, la notion de périmètre diffère puisque on ne va pas avoir un périmètre pour tout le rapport. L'idée, c'est vraiment pas d'avoir ce type d'approche. C'est pour chaque sujet et donc aspect dans le jargon du GRI, aspect pertinent, donc sujet très important. Il est important de savoir où ces impacts ont lieu. Donc ça peut être au sein de l'organisation, donc le périmètre, on va dire, classique financier de votre organisation, mais aussi en dehors de l'organisation. Par exemple, peut-être au sein de votre chaîne d'approvisionnement. Donc vous trouverez dans les G4, bien sûr, des explications sur la façon de sélectionner les aspects pertinents et d'en expliquer les périmètres. Et c'est sur le slide suivant que j'aimerais vous présenter ça. Donc concrètement, au sein des GRI G4, ce que vous trouverez, c'est avant tout une structure. Donc, vous allez avoir des éléments généraux d'information, G4.1, G4.2, G4.3, G4.24, qui vont vous aider à présenter le profil de votre organisation, dans quel contexte votre organisation évolue. Par la suite, vous allez effectuer votre exercice de matérialité et décider vraiment qu'est-ce qui est vraiment important pour moi à faire figurer dans ce rapport. Et GRI vous met à disposition un certain nombre d'éléments spécifiques d'information qui sont doubles. Donc tout d'abord la description de l'approche managériale, GR4DMA. Et là concrètement, ça va être pour vous aider avec des indications petit a, petit b, petit c, et ça va vraiment vous aider à avoir une approche qualitative. Donc c'est toute l'approche narrative pour décrire un peu pourquoi cet impact est important, qu'est-ce que votre entreprise met en place en termes de politique interne, vers quoi vous voulez tendre pour les années prochaines. Et des indicateurs qui sont là vraiment les éléments, on va dire, quantitatifs qui vont vous permettre de gérer d'une année à l'autre, de comprendre votre impact et de réduire ou d'augmenter les impacts positifs, encore une fois. Ce que vous trouverez aussi, c'est des principes. Donc des principes de qualité et de contenu qui feront en sorte que si vous produisez un rapport GRI G4, il vous faut respecter ces principes, ce qui permettra d'avoir des rapports de qualité qui puissent être aussi comparables de l'un à l'autre, et ça c'est très important pour avoir une certaine conformité. Et enfin, des process que vous trouverez au sein du GRI, des GRI G4. Si la structure et les principes sont obligatoires, si vous souhaitez être en conformité avec les GRI G4, les process que GRI vous propose sont plus des soutiens, enfin un support additionnel, donc c'est plus vous aider dans cette démarche-là. Donc par exemple, la forme un peu rectangulaire, là ça va être une approche pour vous aider dans l'identification de vos sujets très très pertinents. Vous voyez, la première étape, identification. Deuxième étape, je priorise. Donc, qu'est-ce qui va être le plus important pour moi? Et je valide après un certain nombre de checks que vous allez faire, etc., etc. Vous trouverez aussi des process en 5 étapes. Donc, je prépare mon reporting, connect, define, monitor et report. Si on passe au slide suivant, une autre information que je voulais vous présenter par rapport au GRI G4. Peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, mais si vous souhaitez être en conformité avec les lignes directrices G4, vous avez deux options. Une option qu'on appelle critères essentiels et une option qu'on appelle critères exhaustifs. Les deux options vont se concentrer sur ce concept de pertinence avec cet exercice d'identification des aspects pertinents ainsi que leur périmètre. La différence est que l'option de critères exhaustifs, on va demander aux entreprises d'avoir un grand nombre d'indicateurs, la totalité des indicateurs possibles pour les sujets qu'ils ont sélectionnés importants, et les critères essentiels, moins d'indicateurs. Donc si vous commencez votre exercice de reporting, l'option critères essentiels peut être une bonne idée. Après, encore une fois, ça dépend de vos attentes, de vos besoins et des attentes de vos parties prenantes. Une organisation très très expérimentée en termes de reporting développement durable avec qui je discutais a décidé de choisir l'option critères essentiels puisque ça répondait beaucoup mieux à ses attentes et à sa vision stratégique de l'entreprise. En France particulièrement, on a le Grenelle 2.
Et ce qu'on voit, c'est que certaines entreprises décident d'être en conformité, d'autres entreprises décident de se référer au GRI G4, c'est-à-dire utiliser certains indicateurs, certains process, certains principes. C'est tout à fait possible aussi. Mais vous ne serez pas en conformité avec les GRI G4, mais vous pouvez vous en inspirer et utiliser les lignes directrices comme un outil pour avoir un reporting plus stratégique et plus construit. Donc je vais m'arrêter là pour la présentation des G4, mais je tiens à vous dire que tout est disponible sur le site internet. Vous trouverez donc les GRI G4. Donc vous voyez qu'il y a deux livres, donc le bleu et le orange. Le bleu étant les principes et les Reporting Principles and Standard Disclosure. Vous trouverez les versions en français. Je vous conseille de lire le premier livre bleu et n'utiliser le livre orange que en termes de référence. Si vous souhaitez plus d'informations, plus de détails, vous pouvez vous référer au deuxième document qui est le guide Implementation Manual. Ne lisez pas les deux, c'est pas utile. D'autres documents que vous voyez en bas à droite qui peuvent être très intéressants, donc c'est une introduction au G4, tout à droite, donc ça c'est un document d'une 8aine de pages. Prêt à rendre compte, donc ça ce document a été traduit en français et c'est ce que je vous présentais dans le slide d'après, qui est très bien fait, à la base fait pour les petites et moyennes entreprises. Et c'est vraiment, ça simplifie les lignes directrices G4 et qui facilite aussi l'accès pour les primo-reportants à l'exercice de reporting. Et vous trouverez le FAQs, donc là, toutes les questions qui ont été posées au GRI lors de la mise en application des GRI G4, toutes les questions que le GRI a collectées, on met à jour régulièrement ce document-là. Donc je vous conseille aussi de vous y référer si vous le souhaitez. Prêt à rendre des comptes, donc c'est cette publication dont je vous parlais, vous trouverez des process, donc un process de reporting en 5 étapes. Et pour chacune des étapes, vous trouverez un certain nombre d'informations. Donc si on peut cliquer sur la prochaine image, voilà. Pour l'étape 1, préparation, planifier le processus de reporting, vous trouverez une liste de contrôle qui va vous aider étape par étape à commencer votre reporting. Vous trouverez aussi des commentaires d'entreprise, donc des témoignages. Ça, c'est la prochaine étape, voilà. Des témoignages d'entreprise qui peuvent vous aider. Et aussi, enfin, des conseils additionnels pour vous aider dans cette étape d'identification, par exemple. Donc, j'en viens à ma dernière partie, donc les documents de liaison. Donc GRI, on est bien conscient qu'aujourd'hui l'exercice de reporting pour les entreprises peut être un peu facétieux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cadres institutionnels, beaucoup de démarches et qui peut être un peu difficile aujourd'hui pour les rédacteurs de rapports d'y voir clair. Et l'idée vraiment pour le GRI, c'est de simplifier cet exercice de reporting, travailler avec un grand nombre d'acteurs afin de pouvoir encore une fois, faciliter cet exercice. C'est très important ce travail d'harmonisation que nous effectuons aujourd'hui et on développe régulièrement de nouveaux documents de liaison. L'un très important qu'on a développé avec le Global Compact et que je vais vous présenter maintenant, c'est Making the Connections, faire la connexion entre la communication sur le progrès et les GRI G4. Donc, si on passe au slide suivant, voilà. Donc vous trouverez ce document en ligne. Il est bien sûr téléchargeable gratuitement. Et ce document, donc en gros, va décrire comment vous pouvez utiliser les GRI G4 pour préparer une communication sur le progrès, votre publication. Et remplir les éléments de niveau, que ce soit Global Compact Active ou Global Compact Advance du Global Compact. Donc c'est un document d'une 30aine de pages qui va vous aider, participants du pacte mondial, à comprendre les liens et la complémentarité entre les deux initiatives internationales. En effet, si le pacte mondial offre un cadre qui est fondé sur des principes, le GRI avec les G4 va vous aider à collecter toutes ces informations et à communiquer ces informations auprès de vos parties prenantes. Donc pour chaque étape de la rédaction de la communication sur le progrès, vous allez voir que ce document va vous indiquer où trouver plus de support et de liens au sein des G4. Et ce pour deux éléments.
tout d'abord pour définir les sujets et les indicateurs que vous utiliserez pour votre communication sur le progrès, mais aussi et surtout pour assurer la qualité et la bonne présentation de ces informations. Je vais demander à Aurélie de partager avec vous après ce slide, parce que si on revient sur le slide précédent, vous trouverez qu'il y a des liens sur le téléchargement, mais aussi une présentation qui se fera en anglais, mais une présentation vraiment détaillée de ce document avec les notes du présentateur qui pourront vous aider en plus à vous y retrouver. Mais concrètement, ce que vous trouverez au sein de ce document, et c'est là que nous passons au slide suivant, Aurélie, merci, c'est ce type de tableau. Donc vous voyez que sur la colonne de droite, il y a un certain nombre d'éléments que vous devez communiquer pour votre communication sur le progrès. Vous voyez par exemple sur tout ce qui est High Level Commitment and Strategy, donc sur la stratégie et le niveau d'implication plus haut niveau au sein de l'organisation. Pour le Global Compact Active, on vous demande une phrase, un statement de votre directeur général. Bon, eh bien, sachez qu'au sein des G4, vous pouvez y répondre de manière structurée et avec des indicateurs via G4.1, G4.2 qui traite de la stratégie et de l'analyse. Vous allez avoir ce tableau de comparatif pour chacun des éléments. Si on passe à l'image d'après, voilà, ça c'est un exemple aussi très concret. Vous trouverez donc par exemple, si on prend l'exemple du principe 4, qui est l'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire au sein du Global Compact Active ou Advance. Vous trouverez donc au sein de ce document une table de concordance qui va vous aider donc, pour chacun des 10 principes à trouver ou au sein des lignes directrices de la GRI où vous pouvez trouver ces éléments qu'on appelle éléments de divulgation, mais en gros ce seront les indicateurs et les résultats de la mise en œuvre de ce principe. Donc je vous invite à prendre connaissance de ce document, de lire la présentation et les notes et j'espère que ce document de liaison pourra vous être utile lors de votre exercice de reporting et éviter encore une fois d'avoir à faire 2 exercices de reporting si on peut le faire de manière plus organisée, plus stratégique et du coup limiter les ressources sur ces exercices de reporting. Juste pour le slide d'après, je voulais vous présenter qu'il y a d'autres documents de liaison qui ne sont pas liés au cadre institutionnel, mais plus à des initiatives régionales, notamment sur la nouvelle directive européenne, mais aussi en Chine, d'autres cadres qui pourront plutôt vous aider sur des sujets bien précis. Donc si on passe au slide suivant, c'est plus sur le handicap, donc c'est ce qu'on a développé, une publication récente, mais aussi sur des publications avec lesquelles on a collaboré avec UNICEF pour les droits des enfants et pour l'eau. Dernier slide, c'est aussi par secteur, donc ça peut être aussi très intéressant pour vous. Toutes ces publications sont disponibles sur le site internet du GRI et je demanderai à Aurélie de partager avec vous cette présentation pour que vous puissiez vous y retrouver, car il y a beaucoup d'informations sur le type de GRI, j'en suis bien consciente. Voilà, je crois que j'ai fini cette présentation et j'aimerais, si vous avez des questions, peut-être qu'Aurélie, tu veux qu'on pose les questions par la suite et écouter d'abord Catherine. Oui, je ne sais pas ce que vous m'entendez. Oui. Oui, donc je suis Pierre Cohen du Global Compétences. On a un petit problème au niveau du micro avec Aurélie, donc on va continuer comme on peut. D'accord. A priori, donc le son était activé, donc merci de bien poser vos questions dès que vous pouvez. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez cliquer sur le petit bouton pour lever la main, comme ça on pourra vous donner la parole pour que vous puissiez poser vos questions.
Donc, a priori, il n'y a pas de questions. Donc, on va pouvoir poursuivre sur ce webinaire et passer à la présentation de Madame Catherine Puiseux du TF1. Est-ce que vous pouvez parler, Madame Puiseux? Pas activé. Oui, voilà, mon micro C'est bon, vient d'être activé, je crois. parfait, on vous entend. Bah, je vous laisse commencer à ce moment-là. On va, comme avec la personne précédente, on va gérer le PowerPoint. D'accord. Alors j'ai besoin des services d'Aurélie, bien sûr, puisque c'est elle qui va naviguer sur le site que je vais vous montrer. Parfait, elle vous entend. Alors, mon son, oui, attention, mon son est coupé, donc voilà, il est revenu, il s'en va, il revient. Je vais faire de mon mieux pour que vous m'entendiez. Alors, je reviens sur l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Donc c'est la mise en application de ce que Juliette vient de décrire, c'est-à-dire les lignes directrices de la GRI dans la version G4 au reporting de TF1. Et nous nous sommes intéressés à la GRI en fait il y a plusieurs années, avant même les G4, à la sortie des guides sectoriels que Juliette évoquait juste à l'instant, parce qu'il n'y avait strictement rien pour les médias en fait en termes de lignes de reporting, et les reporting de type NRE ou Grenelle 2 ne convenaient pas du tout puisque nos enjeux sont vraiment très spécifiques. Donc la sortie d'un guide sectoriel par la GRI a été un vrai déclencheur pour nous, une vraie opportunité de pouvoir parler de nos vrais enjeux au travers d'un cadre reconnu et pas seulement en élaborant nous-mêmes des stratégies ou des façons de communiquer qui nous seraient propres et donc qui seraient probablement pas comparables et peu appréciées par nos observateurs. Donc voilà, c'est comme ça que nous nous sommes intéressés au GRI. Nous avons utilisé ces lignes directrices et le supplément sectoriel média dans un premier temps avec les G3, et la sortie de la G4 a été une vraie opportunité pour nous d'avancer encore d'un pas de plus, puisque nous avons développé un reporting totalement architecturé autour de la GRI G4 sur Internet. C'est-à-dire que le site que je vais vous montrer, en fait, possède une ossature qui est celle de la structuration de la GRI G4. Donc il y a à la fois l'utilisation des lignes directrices, mais aussi d'un site Internet qui permet de naviguer en utilisant les notions de contextualisation, l'étude de matérialité, et puis l'accès direct éventuellement à chacun des enjeux si l'observateur le souhaite. Je ne sais pas si Aurélie, tu arriverais à zoomer un petit peu plus parce que ça va être difficile. C'est un peu petit l'image. Je ne sais pas si nos auditeurs arrivent à lire quelque chose. Essaye de faire un zoom pour que le site prenne un petit peu plus de place sur l'écran peut-être. Alors, a priori, on ne peut pas zoomer, c'est tout. Bon. Le site lui-même, donc ce site GRI, vous pouviez y accéder voilà, c'est mieux. Au travers du site corporate de TF1, groupe-tf1.fr. Il y a une rubrique engagement et le site est accessible par ce biais-là. Alors, on va naviguer un petit peu dessus. Donc, il a été conçu avec Materiality Reporting, qui est donc le data partner de GRI, donc avec une très bonne connaissance des lignes directrices et puis des objectifs que le GRI poursuit. Donc le site mis en place depuis l'année dernière, là on vient d'actualiser avec les données 2014. L'idée dans un premier temps sur la partie accueil qui est là, on va naviguer sur la barre horizontale en haut. Donc un premier aperçu pour expliquer la démarche parce que ça reste unique, je ne crois pas qu'il y ait d'autres exemples à ce jour, donc il faut, voilà, un petit temps d'introduction de compréhension. Oui, on peut cliquer sur Map dans un premier temps, on ne va pas s'y attarder beaucoup, mais c'est une façon d'accéder en fait à chacun des enjeux de la GRI directement en cliquant sur les pastilles qui sont activées en bleu. Les pastilles en bleu, nous avons répondu à l'option de critères essentiels qu'évoquait Juliette et pas à l'option exhaustive. Donc les critères en bleu sont ceux activés, les critères en gris ne le sont pas. Pour un observateur, un analyste qui serait intéressé par un enjeu en particulier, tu peux faire un essai, éventuellement Aurélie, tu reviendras sur la barre après. Voilà, dans les aspects généraux ou ailleurs, on arrive directement sur l'enjeu et chacun des 70 enjeux peut être accessible directement comme ça. Alors, on va revenir aux généraux. Généraux, en fait, permet de bien mieux contextualiser le reporting. Alors, reviens.
généraux, là où tu étais juste avant. Les aspects généraux permettent de bien contextualiser le reporting RSE. Quand on fait un chapitre dans le document de référence sur la RSE, par exemple, bien sûr, toutes les informations contextuelles sont dans le document, mais elles sont bien trop difficiles à lire pour pouvoir lire le chapitre RSE avec une contextualisation suffisante des éléments de l'entreprise. Ici, on les a, donc on a tout le profil de l'organisation et puis on a une bonne introduction de la RSE par rapport à la stratégie. Et ça permet d'emblée de caler beaucoup mieux l'une par rapport à l'autre. Donc là, il y a le discours du CEO, comme l'évoquait Juliette, qui peut être utilisé directement dans la COP. On peut aller sur le profil de l'organisation ensuite. Donc c'est un ensemble de données très simples qui permettent de savoir pour un observateur assez rapidement sur quelle typologie d'entreprise on est en termes de taille, d'implantation, de marché, etc. Ça, c'est extrêmement simple, mais absolument nécessaire. Dans un second temps, il y a l'étude de matérialité. Alors, cette étude de matérialité est vraiment très intéressante. Voilà, on la trouve dans le... On va descendre un petit peu plus bas, Aurélie, on va aller dans l'implication des parties prenantes. Donc nous l'avons menée avec le process proposé par la GRI, en utilisant 100% de la méthodologie qui était en place. Alors c'est assez lourd, mais c'est vraiment porteur de sens et ça, je pense que ça nous a fait progresser. Première étape, c'est l'identification de l'ensemble des parties prenantes, contractuelles ou non. Donc traditionnellement, voilà, des parties prenantes internes, des parties prenantes externes, avec pour nous, ce qui fait notre spécificité probablement, des régulateurs dont l'importance est extrême chaque jour, et puis une partie prenante vraiment particulière qui est le public français. Voilà, à peu près toute la France pour TF1. Comment est-ce qu'on appréhende une partie prenante comme celle-là, qui n'est pas forcément représentée? Ça fait partie des petites complications de ce qu'on a élaboré en termes de matrice de matérialité, mais bon, on s'en est pas mal sorti, je crois. Donc une fois l'identification des parties prenantes réalisée, on a interrogé chacune d'entre elles, selon à chaque fois des processus spécifiques, pour faire en sorte qu'elles nous aident à hiérarchiser les enjeux. Nous, on avait 66 ou 67 enjeux, je crois, au départ, identifiés grâce au DJSI ou au Grenelle 2 ou à ceux qu'on pensait importants pour nous. Et le travail interne puis externe a consisté à réduire cette longue liste en expliquant les enjeux, en donnant des exemples et en demandant à chacune des parties prenantes qu'est-ce qui était vraiment impactant à son sens, donc à la fois pour les parties prenantes internes et les parties prenantes externes. Alors, on ne va pas développer tout le process, on va plutôt aller sur les résultats de ce que ça a donné. Et là, Aurélie, on peut remonter aux enjeux et périmètres et aller sur le G419, qui est le résultat, donc la cartographie de matérialité. Peut-être que tu peux zoomer en bas à droite sur la petite loupe. Et voilà, donc le résultat de l'étude, c'est quelque chose qui guide désormais l'énoncé de notre politique RSE. C'est le fait d'avoir réussi à mettre en avant une douzaine d'enjeux importants à la fois pour l'entreprise en interne, c'est l'abscisse, l'axe horizontal en bas, et important pour les parties prenantes externes, c'est l'ordonnée à gauche. Ce qui est important pour les deux, on le voit particulièrement, on pourrait s'y attendre, mais c'est mieux de le faire dire par les parties prenantes, c'est que pour un média qui fait de l'information, un grand média comme TF1 qui est leader d'audience, l'éthique journalistique, ce qui est le plus attendu, à la fois pour l'entreprise elle-même, puisque c'est la base de la confiance que lui accorde le public, et puis pour le public lui-même, bien sûr. On a une douzaine de thématiques donc, qui peuvent se répartir pour nous en 4 grands axes, donc l'éthique dans les contenus, dans les pratiques également, aussi l'éthique en matière de piratage, de gestion des droits, des droits des programmes, de respect de la propriété intellectuelle et aussi de la protection des données personnelles puisque le public est devenu très sensible dans les dernières années. C'est une thématique qui a énormément monté. Les médias, via les réseaux sociaux auxquels nous participons beaucoup, je crois, sont désormais considérés comme possédant, étant propriétaires de ce type d'enjeu assez fortement. Ensuite, on a tout un bloc qui est au centre sur les notions d'égalité, de représentation, de lutte contre les discriminations, de représentation des diversités nationales sur les écrans. De plus en plus, de toute façon, les
les médias sont convoqués dans l'idée d'une lutte contre les fractures sociales par la représentation que la société se donne à elle-même, et TF1 particulièrement. Donc, pas de surprise à retrouver là un ensemble d'enjeux sur l'égalité. Également des notions de dialogue. Le média doit aujourd'hui communiquer beaucoup plus horizontalement avec son public, se rendre beaucoup plus accessible, interpellable qu'il ne le faisait avant. Donc, qu'est-ce qu'on sait faire dans ce domaine-là? Et puis, un dernier ensemble qui tourne autour du modèle économique impacté par le numérique. Comment est-ce qu'on sait saisir des opportunités et pas simplement voir nos marchés attaqués par les grands acteurs d'Internet et les pure players. Donc, il y a une notion là d'employabilité, d'innovation, de nouveaux modes de formation, d'agilité. Et donc, c'est le quatrième enjeu sur lequel on doit répondre. Voilà, il y a des enjeux qu'on connaissait pertinemment, évidemment l'éthique journalistique. Il y en a d'autres qui étaient moins clairs pour nous. Il y en a au travers desquels on serait passé parce que la protection des données personnelles, moi je ne l'avais pas perçue comme un véritable enjeu. En tout cas, on a vraiment pris ça en compte et désormais, ce sont les 4 axes de notre politique RSE quand on la présente. Voilà. Là pour l'étude de matérialité, donc vraiment un exercice que je ne regrette pas d'avoir fait, qu'on va reproduire cette année mais sous une forme différente en ouvrant sur ce site de manière permanente un sondage. C'est qu'on va remettre notre liste d'enjeux, peut-être un peu actualisée, et tout observateur, tout internaute qui viendra sur le site pourra participer au sondage à tout moment. On va balayer maintenant le traitement des enjeux eux-mêmes. Donc dans un premier temps, les enjeux dits spécifiques, en fait, ils ne sont pas spécifiques à une activité, ils sont justement spécifiques à toutes les entreprises. Tu peux peut-être revenir, Aurélie, juste dessus sur spécifique. Sur spécifique là-haut, voilà. Donc on a là les 3 volets classiques, économique, environnemental et sociétal. Tu peux peut-être, ou celui que tu veux, dans le social ou dans l'environnemental, pour vous montrer comment chacun des enjeux est traité. Là, on est sur la consommation de matière. Bon, c'est pas forcément le plus impactant pour un média, peut-être voilà, sur la réduction des besoins d'énergie. Alors, chaque enjeu est traité. Ça aussi, c'est intéressant, c'est un exercice qu'on doit faire, surtout quand on est interpellé par les agences de notation, parce qu'elles le demandent de plus en plus. Pour chaque enjeu, il y a une approche en 3 temps. Quelle est la stratégie? Quels sont les plans d'action? Quelles sont les performances associées à ces plans d'action? Donc, le développement du site tel qu'il est fait là le permet. On est ici sur la réduction des besoins énergétiques. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Quel impact est-ce que cela a? Quels sont les plans d'action que nous avons mis en œuvre? Pour nous, c'est des plateformes qui permettent de donner des outils pour réduire l'empreinte écologique des tournages. Et puis ensuite, des indicateurs le plus chiffrés possible. Et un dernier volet qui permet d'avoir des liens additionnels si nécessaire. Voilà, donc cette méthode, cette approche, elle est reprise pour chacun des enjeux qui sont listés ici, que ce soit dans le volet environnemental ou social. Je ne veux pas faire trop long, je préfère laisser du temps s'il y a des questions. Tu peux, voilà, cliquez-en un autre éventuellement dans le volet social de ton choix. Le droit de l'homme, c'est surtout en termes pour les médias, la protection de l'image de la personne. Donc il s'agit ici à nouveau de liens avec le régulateur pour être conforme aux engagements qu'on a pris. Et puis ensuite, voilà, quand on a fini alors il y a déjà quelques éléments spécifiques aux médias là, mais on a ajouté donc les éléments vraiment sectoriels qui étaient dans le supplément, qui sont qui concernent uniquement les médias. Donc il y a, sur quoi peut-on aller? Peut-être l'accessibilité des programmes, par exemple, qui parle à tout le monde. L'accessibilité des programmes, c'est la capacité des médias à rendre leurs programmes accessibles à toute personne qui aurait un handicap sensoriel, voilà, malvoyant, non-voyant, handicap auditif, etc. Les plans d'action passent par le sous-titrage ou l'audio-description. Donc il y a là des performances mesurées en pourcentage de programmes sous-titrés ou en nombre de programmes audio décrits inédits. Voilà comment on communique. Il y a la librairie en haut à droite qui permet de mettre à disposition un ensemble de documents. Et puis je terminerai par des
des fonctionnalités additionnelles du site. Alors tu peux revenir sur sectoriel, par exemple, pour aller ensuite, voilà, là on est sur un des enjeux, mais sur tous les enjeux, en fait, il y a moyen d'avoir qui va, dans le cas où on n'a pas envie de naviguer sur le site, mais de revenir à un document unique, on va générer immédiatement un rapport PDF d'une soixantaine de pages qui reprend les contenus du site. Alors, si c'est suffisamment rapide, voilà, ça permet donc de retrouver l'ensemble et éventuellement de l'imprimer pour une lecture globale. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Alors manque peut-être, c'est ce qu'on est en train de réaliser, une passerelle tout de même plus claire entre les 12 enjeux que nous avons identifiés donc, comme très importants et puis l'ensemble des items auxquels nous répondons, parce que finalement on répond à chacun des enjeux de la même façon et il n'y a pas encore suffisamment de corrélation entre les 12 enjeux les plus importants et la manière forcément privilégiée dont on devrait les traiter. Donc nous sommes en train d'ajouter au site un petit e-book qui éclaire chacun des 12 enjeux de manière plus appuyée. On fera ça dans les 2 ou 3 semaines à venir pour que cette nouvelle version du site soit vraiment complète. Voilà, je crois que j'ai terminé. Bah, écoutez, merci beaucoup Madame Prise pour toutes ces informations. On va passer maintenant à un temps de questions-réponses, justement. Donc, à tous les participants à ce webinaire, merci de bien vouloir soit cliquer sur le bouton pour lever la main, soit rédiger une question dans l'onglet prévu à cet effet, et on vous donnera justement la parole afin que vous puissiez préciser votre question. La parole est à Juliette Gossem. Madame Gossem, est-ce que vous êtes là? Allô, vous m'entendez? Oui. Allô? Est-ce Oui, que on vous vous m'entendez? Ok, super. Bon, on va faire en sorte de ne plus avoir de problème technique. Je remercie Catherine pour cette présentation. Toujours très, très pratique et très instructive. Je me demandais si tu savais déjà à peu près qui avait consulté ces pages et qui, en termes de groupe, on va dire identifié de parties prenantes, si tu avais déjà eu un peu de recul pour voir quelles sont les personnes qui donnent le plus de retours sur ce rapport et où ça va être la prochaine étape. Je me demandais Oui, ça c'est clairement la prochaine étape Ouais. parce que dans cette première année, en fait, on a avec Materiality Reporting tout développé à la fois la structure, le site, les contenus. Et honnêtement, on ne s'est pas encore penché sur la communication réellement autour du site. C'était très innovant et tout faire à la fois toujours la partie contenant et la partie contenu, c'est vraiment une complexité particulière. Donc, cette année, on maîtrise mieux le contenant. Materiality Reporting a encore ajouté des fonctionnalités vraiment intéressantes comme la map. On va désormais maîtriser, je pense que c'est juste la deuxième année, on va maîtriser tout ça beaucoup mieux. Et je te promets l'analyse l'année prochaine. D'accord, merci. Ok, merci beaucoup. Maintenant, c'est Monsieur Brognard qui voudrait poser une question. Oui. Voilà, on vous a donné la parole. Bonjour, vous m'entendez? Oui, Bonjour, vous entendez très bien. bien. Très bien. Bonjour, merci pour la qualité de la présentation, c'était très synthétique et très clair. Moi, j'ai posé une question plutôt orientée déclinaison dans un environnement PME. Je suppose que ce projet a mobilisé des ressources importantes, tant en interne qu'en budget externe. Est-ce qu'il s'agit de la part de Material Reporting d'un produit qui se décline et est-ce qu'il y a des solutions qui existent pour des entreprises qui ont des budgets certainement moins importants que les vôtres? Alors, malheureusement, Dolores Larocque, qui dirige Materiality Reporting, ne pouvait pas être avec nous ce matin parce que typiquement, c'est elle qui aurait pu répondre à cette question-là. Attendez, Madame, Oui. Madame Larocque est présente. Ah, Dolores est là finalement? On va essayer de voir si elle peut nous répondre. Non, mais on peut pas, en fait, elle doit juste pouvoir écouter, elle ne peut pas pouvoir parler.
D'accord. Bon, alors elle confirmera que je ne dis pas de bêtises, simplement la première fois que je l'avais. Alors oui, bien sûr, ça a été développé dans l'idée de faire la promotion d'abord de la GRI, puisque nous, à TF1, comme on trouve vraiment ce référentiel extrêmement intéressant, on a essayé d'appuyer sa venue en France. On avait d'ailleurs accueilli à TF1 le développement, voilà, la première venue de la GRI G4, c'était je crois fin 2013. Donc on a envie de le partager de toute façon ce référentiel avec le plus d'entreprises possible, idéalement des médias d'ailleurs, parce que on a besoin d'émulation entre médias. Hein. Les médias ne font pas de reporting de cette nature-là d'habitude. Donc la GRI, oui, on veut en faire la promotion. Et dans l'idée avec Dolores Larocque, il s'agissait justement de proposer un outil à toutes les entreprises qui soit désormais clé en main une fois qu'on a fait ce développement et qui puisse être décliné pour tous les secteurs d'activité. Voilà. Alors c'est vrai que ça reste lourd, mais ça le sera d'autant moins pour qu'on a fait ce développement. Voilà, on a tout imaginé. Je crois que maintenant Dolores a justement envie de le proposer plus clé en main qu'avant. Ça reste quand même un exercice, la GRI elle-même, qui est plutôt fait pour des structures qui ont une personne dédiée pour réfléchir à ça. Ça reste complexe. Mais bon, je crois qu'il y a un vrai plus quand on veut creuser le terme de la communication RSE et surtout le lien avec la stratégie. Parce que ce que j'ai essayé de montrer, mais je ne l'ai peut-être pas dit assez précisément, c'est en quoi ça nous amène à nous rapprocher beaucoup mieux de la stratégie qu'avant. Puisque clairement, les risques, les enjeux qui sont levés par les parties prenantes comme essentiels, forcément, ils pointent dans la même direction que la stratégie de l'entreprise. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on allie beaucoup mieux l'un et l'autre et ça nous fait faire un pas supplémentaire vers un reporting conjoint, sinon intégré, qui sera, j'espère, l'objet de nos travaux dans les 2 ou 3 prochaines années, de faire un seul reporting financier et extra-financier pour l'entreprise, le fameux reporting intégré qu'on attend. D'accord. Justement, en parlant de tout ce qui est enjeu et ce qui est apparemment complexité, difficulté à mettre en place, Monsieur Guillaume Grandet qui a une question à vous poser. Monsieur Grandet, vous pouvez poser votre question. Ah, Monsieur Grandet. Autant pas. Ouais. Je pense que j'ai trouvé le problème pour mon casque qui est réparé. Ah, Toutes nos excuses pour ces problèmes techniques. On rencontre des petites difficultés au niveau de la connexion, donc toutes nos excuses. Est-ce que Monsieur Guillaume Grandet, est présent? Il a posé une question. Est-ce qu'il souhaite parler? Je vais lire à haute voix sa question. Donc, sa question était la suivante. Concernant le reporting de TF1, quelles ont été les étapes pour arriver à ce résultat final, également en termes de temps? Donc, j'imagine que c'était plus pour Catherine la question. oui. En fait, nous, on empilait plusieurs couches de difficultés, puisque ces reportings qui sont propres aux médias, qui sont liés au contenu, il y a une vraie difficulté à énoncer en fait, les enjeux, à trouver des indicateurs quantitatifs. Donc c'est pour ça que le supplément sectoriel GRI nous intéressait tellement. Ensuite, donc le site GRI et tout ça, on ne l'aurait pas fait si on n'avait pas fait tout un travail avant. Je crois que c'est pas un travail ponctuel, c'est un jalon sur un assez long chemin, on va dire. On continue à remplir l'obligation du Grenelle 2, donc ça nous fournit quand même une matière, des indicateurs, un réseau de personnes dans l'entreprise qui est en place pour nous fournir des éléments quantitatifs ou qualitatifs. Je m'appuie quand même sur tout le travail qui est fait chaque année pour le Grenelle 2 pour faire ce site. Hein. Donc je ne pars pas de rien. Ensuite, en termes de temps de travail consacré au site lui-même, bon, on a passé du temps, c'est normal avec Materiality Reporting, à développer, à résoudre des petites problématiques de navigation, de technique. Ça, on va laisser de côté puisque ça sera résolu pour les prochains utilisateurs. En termes de contenu, s'il fallait vraiment quantifier, il y a 3 semaines de travail pour imaginer le contenu, l'adapter, trouver les illustrations, penser à la navigation, à peu près pour une personne, moi en l'occurrence.
sur la base d'un contenu déjà disponible tout de même pour partie ailleurs, hein, dans le document de référence. D'accord, merci beaucoup Catherine. Nathalie Lesage a une question. Madame Lesage, j'ai ouvert votre micro. Est-ce que vous pouvez essayer? Oui, bonjour, Nathalie Bonjour. Lesage, entreprise Socomec dans l'industrie. Alors ma question, elle portait, vous m'entendez bien? Oui. Oui, très bien Nathalie. Oui, ok, merci. Sur l'analyse de matérialité des enjeux, où en fait vous représentez, donc il y a deux axes. Oui. Il y a l'axe des parties prenantes externes et ensuite il y a l'axe finalement de l'importance de l'enjeu pour l'entreprise. Tout à fait. Voilà, et j'aurais aimé savoir à quoi correspond, enfin, comment a été évaluée cette importance de l'enjeu pour l'entreprise. Alors, tu peux peut-être dire, voilà, c'est cette cartographie-là. Peut-être, Aurélie, peux-tu descendre l'ascenseur à droite et tu trouveras tout en bas l'étude de matérialité. Sur le document... Ah zut, pas de chance, il faut qu'on vérifie nos liens. Le processus a été le suivant pour l'interne. Alors, ce n'est pas forcément le plus difficile l'interne, puisqu'on a les gens sous la main, c'est des managers qu'on peut mettre autour d'une table, c'est pas trop compliqué. On a fait des focus group et on a évalué sur une échelle de 1 à 4, comme on le fait pour une cartographie des risques en fait, l'importance de chaque enjeu. Alors j'ai plus en tête, c'est dans l'étude de matérialité, vous en trouverez les liens ailleurs, on va l'activer très vite. Toute la méthodologie d'analyse est disponible sur le site, parce que ça fait partie du processus et du principe de la GRI. Quand on suit cette méthodologie, on doit mettre en ligne en fait l'ensemble de l'explication sur le dispositif. Oui, peut-être essaye par là. Ah, on va le réparer. Le site est en ligne depuis hier, hein, donc on n'a pas eu le temps de sécher tous les plâtres. Voilà, donc c'est une étude par focus group interne de managers de TF1 qui représentaient à la fois les contenus de programme ou les directions plus fonctionnelles. Et on les a fait travailler en 2 ou 3 fois et sont assez vite ressortis en fait des éléments qui font partie de leurs enjeux quotidiens, qui sont souvent la conformité des programmes, donc le lien avec la régulation et tous les enjeux liés au contenu. Ensuite, eux, assez clairement, le deuxième aspect important pour eux, c'est le challenge sur la digitalisation dans le monde des médias et les nouveaux modèles économiques qu'on doit trouver. Donc c'est pour ça que c'est assez normal que ressortent ces deux types de priorités pour eux. C'est ce qui fait la pression qui est mise sur eux en ce moment se matérialise à peu près par ces deux aspects-là. D'accord. Moi, je peux juste peut-être rajouter quelque chose du côté GRI. Pour définir le contenu du rapport, vous avez donc les principes de contenu qui peuvent vous aider un peu à savoir un peu plus où est-ce que vous en êtes. Et aussi, comme le disait Catherine, si vous regardez aussi ce que font vos pairs par secteur, il y a pas mal d'études sectorielles qui existent. Donc peut-être dans votre secteur, il y en a une aussi qui existe et ça peut être une première recherche qui a été faite et après il y a peut-être aussi d'autres recherches qui peuvent être ajoutées pour comprendre un peu où est-ce que votre entreprise a des impacts et quels sont les enjeux pour cette entreprise. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes ont des questions à poser? N'hésitez pas à lever la main ou à indiquer vos questions dans la fenêtre dédiée. On vous passera la parole ou alors je lirai votre question si vous n'avez pas de micro. En attendant, Catherine ou Juliette, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Des éléments d'information? Peut-être, Juliette, une question moi, sur le devenir des suppléments sectoriels, justement. Qu'est-ce que le GRI prévoit? Oui. Est-ce qu'il y a une perspective? Il y a une perspective, en effet, car c'est un sujet très très important pour GRI. Donc la gouvernance de GRI a changé. Donc maintenant l'équipe qui s'occupe des lignes directrices de la norme GRI est complètement différenciée du reste de GRI qui s'occupe de l'engagement. Donc on a aussi un nouvel organe de gouvernance qui s'occupe du développement des lignes directrices. Et parmi leur travail actuel, c'est de développer une stratégie sectorielle et comment faire en sorte de développer
des supports pour différentes industries, différents secteurs. Donc cette stratégie n'est pas encore disponible. Je sais que ça ne devrait pas tarder puisqu'on était dans les dernières présentations aux membres des organes de gouvernance de l'équipe des standards. Donc ça devrait bientôt figurer et être communiqué. Ça fait partie aussi de la stratégie du GRI en termes de ligne directrice, enfin en termes de standards, donc développés sur des secteurs. Et après, de l'autre côté GRI, tout ce qui est engagement et notre équipe à nous, qui travaillons de manière très proche avec nos organizational stakeholders et les entreprises, on aimerait aussi avoir un certain nombre d'activités qui soient liées au secteur lui-même. Donc des échanges de bonnes pratiques, des discussions plutôt à haut niveau sur comment on pourrait envisager des discussions sur le reporting à plus long terme par secteur aussi. Donc ça me devrait tarder, mais il y a quelque chose. Voilà. On travaille beaucoup sur ces sujets-là. Il y avait une question liée qui était qu'en est-il dans le secteur de l'éducation ou des universités? Est-ce que vous avez déjà des outils à proposer ou est-ce que c'est en cours de préparation? Alors je sais que la première chose à regarder, c'est sur la base de données du GRI, les universités qui ont déjà produit un rapport pour voir un peu ce qu'elles ont fait. Je ne crois pas qu'il y ait de suppléments sectoriels relatifs aux universités et aux organes éducatifs. Je vais vérifier, il y avait peut-être un pilote qui a été développé à l'époque, mais ça remonte il y a longtemps, donc il n'est vraiment plus à jour. Mais je peux faire un peu plus de recherche et donner à Aurélie peut-être des éléments de réponse sur ce sujet-là qui pourra vous les transférer. Merci. Je voulais rajouter, Aurélie et Juliette et tous nos auditeurs, un point intéressant pour nous qui répondons au questionnaire du DJSI. Peut-être certains d'entre vous y répondent aussi et savent à quel point ce questionnaire est lourd. Il est très intéressant, mais il est extrêmement lourd. Pour la première fois cette année, le croisement avec les lignes du GRI avait été pris en compte par le DJSI. C'était bien agréable. Tout de même, de voir enfin la convergence de ces approches. Donc nous, on a pu faire des liens directs avec les pages du site et c'était, voilà, en termes de process, tout d'un coup d'un assez grand secours. Enfin, ça redonnait de la cohérence tout d'un coup à la façon de faire notre reporting et de répondre aux questionnaires qui étaient jusqu'à présent deux exercices complètement séparés, bizarrement. Voilà, je suis contente de cette convergence, de la même façon qu'il y a la convergence avec la COP, la convergence avec les analystes les plus importants sur le marché. Le DJSI, je crois, est devenu incontournable. Ça aussi, c'est un gage important pour la pérennité des lignes GRI et leur intérêt pour nous. Oui, merci de l'avoir précisé, Catherine. On travaille beaucoup avec Robeco et Robeco Sam sur ces sujets-là et on est en train de publier une nouvelle publication justement sur ces sujets-là et de travailler de manière très proche avec eux, encore une fois, pour faciliter le travail des entreprises qui rédigent un rapport, parce qu'on sait que c'est un exercice pas toujours très simple. Merci beaucoup. Dolores Larocque de Materiality Reporting est connectée. Je lui laisse la parole pour qu'elle puisse commenter l'ensemble de ce webinaire. Visiblement, elle a pu suivre quand même. Dolores ? Oui, bonjour. Désolée, je n'ai pas pu intervenir à un certain moment. Je suis en déplacement, hein, donc les connexions Internet ne sont pas toujours, on va dire, stables. Donc là, bon, je me suis arrêtée, donc très bien. Donc en fait, oui, je voulais juste réagir. Je voulais remercier Juliette, effectivement, à la présentation du G4, et puis Catherine, qui effectivement présenté, on a eu le plaisir d'accompagner justement pour la matérialité. Et je voulais juste préciser, parce qu'une question avait été posée à ce sujet, effectivement, c'est un outil qui devient un outil SaaS, hein, c'est-à-dire une solution qui va être mise à disposition pour que chaque entreprise puisse bâtir son propre reporting GRI G4. Donc ça veut dire que en fait on travaille là, on est plutôt avec Catherine sur une version, on va dire, plus en plus élaborée, sophistiquée, avec des fonctionnalités. Et d'ailleurs, on a juste mis en ligne, comme le disait Catherine, la version hier avec le reporting 2014. Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait un petit lien qui était rompu, on va le régler rapidement. Mais en fait, cette solution qui est très sophistiquée pour Catherine, en fait, on en fait une solution aussi beaucoup plus light pour notamment les PME qui voudraient démarrer, mais je veux dire ne pas se tromper parce que voilà,
Le GRI G4, c'est vraiment un très bon, enfin je veux dire, c'est un très bon ensemble de lignes directrices extrêmement bien pensées, avec beaucoup de, je dirais, de matière. Mais ce qu'on a souhaité faire au travers de cet outil, c'est finalement un peu embarquer l'expertise dans un outil qui cadre un peu et qui donc donne des orientations pour les entreprises pour donc faire du reporting un peu comme ça de manière, je dirais, accompagnée. Hein. Donc nous, on a une solution qui est à la fois une solution en pleine autonomie, puis une solution hybride où on accompagne aussi et on donne, je dirais, on partage un peu nos points de vue et puis notre expertise pour accompagner l'entreprise. Donc, est-ce qu'il y avait peut-être eu d'autres questions que je n'ai pas entendues, peut-être voilà. Je peux y répondre s'il y a besoin. Donc pour le moment, pas d'autres questions. N'hésitez pas à lever la main. Donc vous avez trois interlocutrices, hein, Juliette Gossem, la Global Reporting Initiative, Catherine Puiseux de l'entreprise TF1 qui a témoigné par rapport à l'utilisation de ces outils, et Dolores Larocque qui est du bureau d'études Materiality Reporting et qui a aidé TF1 à mettre en place cet outil. Donc Madame Hélène Deveau qui demande la parole. Allez-y, vous pouvez. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, Madame Deveau? Madame Deveau, vous pouvez parler, on vous entendait. Bon, ça ne fonctionne pas. En attendant, je vais laisser la parole à Pilar Barea. Oui, bonjour. Oui, j'avais une petite question revenant sur les liens avec les Communication of Progress, avec les Global Compact. C'est bien ce report, Catherine, que vous utilisez pour les Communication of Progress. La question est pour Juliette? Non, c'est surtout pour vous, dans le sens où vous utilisez cette report qu'on vient de voir sur la web pour les Communication of Progress, ou est-ce que vous faites un autre spécifique, ou comment est-ce que vous gérez justement les Communication of Progress du Global Compact? Ça, c'est une première question. Et la deuxième question, c'est lié à l'Integrated Report. Si vous envisagez quelque chose dans le sens intégration de données financières dans cet format web, ou c'est dans de prochaines steps? Comment est-ce que vous voyez cela aussi? Alors pour la COP, oui, clairement, par exemple, le bloc sur l'éditorial et la prise de parole par le CEO, c'est la même dans la COP et dans ce qu'on appelle ici, dans les stratégies et l'analyse, là-haut, c'est exactement le même texte, donc je n'ai pas eu à le refaire. Et je crois que voilà, ça c'est le même éditorial, c'est la première question de la COP. Et chaque fois que j'ai pu, je pense à peu près partout, j'ai repris des contenus qui étaient déjà développés dans le site GRI pour remettre dans la COP. Et ma COP à moi, elle se fait en septembre, donc là je vais m'y mettre rapidement. Je vais me servir de cela, bien sûr. Mais je ne vais pas refaire le travail. Vous répondez à un niveau actif ou advanced? Advanced depuis l'année dernière. C'est l'ensemble des questions. Mais quand on a fait une réponse au GRI G4, la COP n'est pas un problème. C'est quand même... Oui. Même au niveau essentiel et pas corps, il y a quand même un nombre de questions examinées. Et quant à alors je ne pense pas qu'on intégrera des aspects financiers dans ce site. Je pense qu'il nous aide à aller vers une notion d'intégration de la RSE dans la stratégie, mais ce n'est pas encore suffisamment mûr pour que je vous dise à quoi ça ressemblera dans 2-3 ans. Je sais que c'est une étape de construction, en fait, ce qu'on a fait là, notamment en contextualisant mieux et grâce à l'étude de matérialité. Je pense que c'est ça les deux points forts. Après, les enjeux finalement, ce qu'on traite reste encore trop exhaustif et trop traité de la même façon les uns les autres pour que se dégage quelque chose de concis comme doit l'être un rapport intégré. Mais on y réfléchit, bien sûr.
Mais c'est pas facile pour un média de revenir, de prendre de l'idée de la contribution au modèle économique par la RSE, c'est difficile. D'accord. Ok, merci Catherine. D'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions, donc Catherine, Juliette ou Dolores, si... Ah, Madame Deveau, Hélène Deveau, est-ce que vous voulez réessayer? Oui, bonjour, excusez-moi, j'ai eu un problème de micro. Ça arrive à tout le monde. Vous m'entendez? Oui. Oui, Hélène, on vous entend. Un petit peu d'écho, mais on vous entend. Très bien. Hélène Devaux de la Direction développement durable du groupe SEB. En fait, j'avais une question par rapport aux outils de reporting que TF1 utilise. Enfin, j'imagine que vous utilisez des outils de reporting. Et je voulais savoir quelle interface avait été prévue entre le site internet et les outils existants chez TF1. Alors, en fait, non, on n'a pas réellement d'outils de reporting parce que la situation est la suivante. Nous, on est connu comme, évidemment, tout le monde connaît TF1 en France. Il n'en reste pas moins qu'on est une grosse PME de 2500 personnes. Et on est dans 2 bâtiments distants de 150 mètres. Donc, on n'a pas besoin, en fait, les indicateurs. Moi, je n'ai quasiment jamais à faire une cascade de contributeurs et des campagnes de consolidation de mes indicateurs. Donc, la problématique chez nous, elle est vraiment davantage dans la communication vers l'extérieur d'un reporting qui soit basé sur une structure légitime et partagée. C'est vraiment là qu'on doit mettre le poids du corps, en fait. Et c'est pas tellement sur la consolidation en interne des indicateurs. L'outil, alors néanmoins, on utilise Enablon quand même, mais dans un autre volet qui est la contribution au reporting Bouygues. Puisque, en revanche, Bouygues consolide les données de 6 métiers très très différents. TF1 est un de ces métiers et donc on a Enablon, mais surtout pour contribuer chez Bouygues. Alors voilà, je ne sais pas si c'est clair. Et, du coup, je profite pour rebondir aussi sur une deuxième question par rapport aux mises à jour du site qui sont prévues. À quelle fréquence? Comment vous avez prévu de gérer ça? Alors, d'une part, enfin, je peux mettre à jour mon reporting RSE pendant l'année, parce qu'avec le document de référence, une fois que c'est clos pour 1 an. Pas le droit de toucher une virgule. Oui. Materiality Reporting a développé pour nous un outil d'administration qui me permet d'ajouter, de modifier quasiment immédiatement toute donnée importante que je souhaiterais mettre à jour. Voilà. Après, reste à gérer une notion importante qui est celle de l'assurance des données, puisqu'une partie des données ont été assurées via le Grenelle 2 par le tiers externe. Donc c'est vrai que c'est difficile parfois, il faut faire attention à ça, à mettre en ligne des données avec certaines qui ont le tampon du tiers externe et d'autres qui ne l'ont pas. C'est aussi un aspect important dans le reporting tout de même, c'est le contrôle qui en a été fait par un tiers externe. Mais voilà, si je veux le mettre à jour à tout moment, je peux le faire. Très bien, merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions. Oui. Le site est en anglais et en français, hein, j'ai oublié de le dire parce que là on est entre locuteurs français, mais les observateurs, notamment du DJSI, bien sûr, pointent un petit peu vers la partie anglaise du site. D'accord. Donc, bon, il n'y a pas d'autres questions, donc à moins qu'une autre personne se manifeste. Moi, je voulais remercier donc Juliette, Catherine et Dolores pour ce webinaire. C'était, je pense, très, très pertinent, très intéressant. Si vous avez d'autres questions à poser ultérieurement, n'hésitez pas à me contacter. Je transmettrai donc aux interlocutrices. Il n'y aura pas d'autres webinaires avant le mois de septembre. Donc j'espère que ce programme qu'on vous propose depuis le début de l'année vous a satisfait. N'hésitez pas à m'envoyer les sujets que vous souhaiteriez voir traités à partir du mois de septembre. Je remercie encore Catherine et Juliette. Voilà. Merci beaucoup à tous.
Merci à tous. Au revoir. Au revoir.